Je veux que mon geste artistique apporte du sens dans ce monde. Et mon travail de tatouage artistique, c'est parfois aussi rendre complet. On parlait tout à l'heure de personnes qui font le choix de ne pas se faire reconstruire. Et très souvent, pourquoi ? Parce que ça demanderait 3-4 chirurgies et qu'elles n'ont plus le courage, elles n'ont plus envie. Elles se sentent bien comme ça et on peut aussi le comprendre. Elles ne seront pas moins féminines. Elles acceptent et elles décident de faire ce chemin-là. Et c'est aussi une reconstruction de soi, de ne pas choisir d'avoir un volume du sein. Moi, je suis un peu gênée par rapport à ça et c'est un peu mon combat féministe. On a beaucoup trop érotisé le sein. Au départ, le sein, c'est un organe qui sert à allaiter. Par contre, il est vrai que pour certaines personnes, et je le comprends parfaitement, retrouver l'accès à son intimité passe par la reconstruction du sein. Et ça, en général, ce sont les personnes qui, quand elles apprennent qu'elles ont un cancer, elles pensent déjà à leur reconstruction. Oui, il y en a que ça aide beaucoup, oui, de se projeter déjà. Ça les porte. Oui, tout à fait. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai des personnes qui me disent « Quand je vois votre travail, ça me donne du courage pour faire tous mes traitements. » N'ayez pas peur de poser des questions à tous les prestataires avec qui vous entamez des reconstructions de soi. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Ouh là là, j'ai envie de dire tellement de choses dans cette intro qu'elle risque d'être beaucoup trop longue, donc je dois choisir. Qu'est-ce que j'ai adoré notre échange cœur à cœur avec Isabelle. Quelle richesse. 3 mots pour décrire cette si belle personne. Terriblement humaine, douce, à l'écoute, archi-professionnelle et si attachante. Bon, ça fait plus que 3 mots tout ça. Isabelle est tatoueuse réparatrice, mais elle est bien plus que ça. Elle accompagne les femmes dans leur chemin de reconstruction et nous avons parlé de tout type de reconstruction. Décider de reconstruire un volume mammaire et ensuite se faire tatouer une aréole et un mamelon en trompe-l'œil, juste hallucinant. Mais il n'y a pas que ce type de reconstruction. Décider de ne pas reconstruire un volume mammaire et donc de rester à plat et par exemple se faire tatouer un dessin artistique ou tout simplement décider de ne pas faire de tatouage du tout. Mais Isabelle peut intervenir dans ce cas de figure aussi car elle fait de la réparation de cicatrices au collagène. Ça s'appelle du micro-needling, donc petite aiguille, qui permet de lâcher des adhérences s'il y en a, d'assouplir des cicatrices si c'est nécessaire et de les rendre plus esthétiques. Nous avons été très inclusifs dans ce podcast et nous avons parlé de toutes les options possibles dans la plus grande bienveillance. Ce que je souhaitais dans ce podcast, c'est aussi de lever les tabous et informer le grand public, donc flanquer cet épisode dans les oreilles de vos aidants proches. Quand on perd un sein, on perd généralement tout. Et je l'ai mis en majuscule dans mes notes. Le sein et l'aréole et le mamelon. C'est souvent une étape qui est skippée dans la tête des gens et nous tenions aussi à rappeler que la reconstruction mammaire n'a absolument rien à voir avec une chirurgie esthétique du sein. Hop, on glisse une prothèse et youpi basta, l'affaire est faite et on se retrouve avec de jolis seins tout beaux, tout fermes. Non, non et renon, il n'en est rien. C'est bien souvent un long parcours compliqué et pour la patiente et pour le chirurgien. Et nous en parlons dans ce podcast. Nous avons abordé un paquet de sujets passionnants. Son métier encore si méconnu, comment elle accompagne les patients. Vous avez bien entendu, j'ai mis volontairement patient au masculin, car Isabelle tatoue des hommes dans le cas de reconstruction de soi également. Nous avons parlé des différentes étapes du tatouage, d'un ou de 2 seins, que ce soit pour une aréole et un mamelon ou un tatouage artistique, comment elle sublime des cicatrices, tout cet aspect de rendre le corps complet. C'est quoi rendre le corps complet ? C'est le chemin de chacun et de chacune. Nous avons évidemment parlé de symétrie, de la possibilité de se faire tatouer les cils et les sourcils avant une chimio, du traitement des cicatrices, de tout l'aspect psychique qui accompagne cette étape de la reconstruction,
de l'érotisation du sein, des femmes qui n'osent pas dire qu'elles ne sont pas contentes de leur reconstruction, et comment Isabelle les aide à mettre des mots sur les mots, voire même leur faire rencontrer d'autres chires. Bref, vous comprenez mieux pourquoi, oui, elle est tatoueuse réparatrice, mais elle est bien plus que ça. Elle est juste extraordinaire. Merci à elle pour ce doux moment de partage qui, j'espère, aidera des milliers de personnes, et aussi les accompagnants à mieux comprendre ce que vivent toutes ces personnes qui passent par là, et peut-être à trouver les bons mots quand il s'agit de reconstruction mammaire. Et je reconnais que c'est parfois hyper compliqué pour eux de trouver les bons mots parce que c'est un cheminement complexe et tellement personnel. Alors à tous, je vous souhaite une bonne écoute et je vous embrasse bien bien fort. Bonjour Isabelle. Bonjour Delphine. Merci 1000 fois d'avoir accepté mon invitation à venir témoigner sur le podcast. Alors, on s'est rencontrés il y a 3 ans. Je ne sais pas si tu te souviens. Je m'en souviens très très bien. Ah oui, moi j'ai un souvenir mais tellement précis. Tu es arrivé vers moi avec un charisme extraordinaire et puis tu m'as raconté tout ton métier. Et à ce moment-là, où est-ce que j'en étais ? En pleine chimio. J'étais en pleine chimio, j'avais pas de cheveux. C'était la journée à Malou, tout un week-end cancer en fait, juste avant le confinement. Et j'étais à le stade de mastectomie, donc pas de mamelon, enfin voilà. J'arrive plus à me souvenir si je pensais déjà à tout ça, mais j'avais déjà regardé toutes les infos. Avant même de perdre mon sein, j'avais déjà regardé tout ce qu'on faisait. C'était dans les premières infos que je regardais, en fait, le tatouage du mamelon. Alors, tu vas nous expliquer, on a plein de choses à se raconter aujourd'hui. J'aimerais bien d'abord que tu commences par te présenter et puis expliquer ton métier. Et puis alors, on va aller dans le vif du sujet, très profondément. Super. Alors moi, je suis Isabelle Palink. Je suis tatoueuse réparatrice essentiellement, même si je fais un petit peu de tatouage artistique également. On différencie bien les deux métiers, même si la technique est la même. Et donc, c'est quoi le tatouage réparateur ? C'est venir recréer dans le corps de quelqu'un quelque chose de manquant, quelque chose qui n'existe plus, suite à un accident, une maladie, des traitements. Et donc ici, dans le cas du cancer du sein, eh bien, on vient recréer sur un sein reconstruit une aréole mammaire avec un téton ou un mamelon, plus précisément, plus scientifiquement, le plus réaliste possible. Donc on travaille vraiment en hyper-réalisme pour recréer ce qui manque dans ce sein reconstruit. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, il faut absolument faire une pause sur le podcast et aller voir ton travail. Donc, isabellepalink.com. Ce sera sur la page du site pour qu'on réalise la précision. C'est un trompe-l'œil, quand même. C'est un trompe-l'œil. Oui, c'est un trompe-l'œil. Oui, c'est un trompe-l'œil. Et pour moi, c'est essentiel, et je suis très perfectionniste, d'aller jusqu'au bout de ce tatouage pour qu'il soit un copier-coller éventuel de l'aréole qui est toujours existante dans l'autre sein. Oui. Ou, quand on a perdu malheureusement ces deux seins et qu'on doit faire un travail de tatouage sur les deux seins, pour avoir, en fonction de la carnation de la peau de la personne, en fonction de son type de sein, parce que tous les seins ne se ressemblent pas, oui, créer un travail vraiment imperceptible par quelqu'un d'autre. On ne doit pas voir que c'est un tatouage. On doit croire que c'est une aréole naturelle. Bon, je fais un petit coq à l'âne. Je pense que les gens qui ne sont pas du tout concernés, je sais que beaucoup de gens qui ne sont pas du tout concernés par le cancer du sein ne savent même pas qu'on n'a plus d'aréole et de mamelon. C'est clair. C'est quelque chose qui... Alors, je sais pas si c'est un manque d'information, et c'est normal qu'il n'y ait pas des images partout de mastectomie, mais j'ai eu des questions au début. Ah bon ? T'as plus d'aréole et t'as plus de mamelon ? Ben non, puisqu'on m'a enlevé tout le sein. Donc, ton job est vraiment capital. Bon, après, c'est vrai qu'on passe d'un sujet à un autre et tout. On est déjà parti dans le vif du sujet. Je voudrais juste que tu te présentes et puis après, on va vraiment expliquer tout ce travail. Bon, pour celles qui n'ont pas une image, le torse est plat, il n'y a plus d'aréole, il n'y a plus de mamelon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de sein. Donc, après une mastectomie, il n'y a plus de sein. Voilà. Donc, on perd quand même soit les deux, soit un sein, mais tout est parti. Donc, on est sur un vide, en fait. On est sur un vide, une petite ligne. Alors, j'avais voulu, pendant l'écriture du blog, parce que j'étais tellement, je vais pas dire révoltée, mais quand j'entendais des gens qui disaient ils ne savaient pas qu'il y avait plus d'aréole et de mamelon, et je me suis dit, mince, moi j'ai envie de montrer, quoi. Et donc, j'ai publié sur le blog, un peu, je me suis dit, est-ce que c'est scandaleux ou pas ? Alors, c'était pas des photos de moi, parce que ça, je voulais pas montrer, mais c'était une très jolie femme, mannequin, qui posait avec un sein. Bon, après ça, c'est une jolie photo, mais quand on voit certaines cicatrices, clairement, c'est vachement trash, quoi. Donc, j'ai un peu beaucoup parlé. Est-ce que tu peux juste te présenter ? Et puis, me parler un peu plus de ton métier et pourquoi tu as décidé de faire ce métier, qui est quand même
Alors, je suis une femme de 51 ans, j'ai 2 filles, 2 grandes filles. Au départ, ma formation, elle est très artistique puisque j'ai fait les beaux-arts. Et à un moment donné dans ma vie, je faisais un tout autre métier avant. Donc là, moi, je suis issue d'une reconversion professionnelle. Et j'ai été confrontée à la maladie, et à la maladie de ma propre fille, qui n'était pas un cancer, hein, je précise. Ma maman a eu un cancer du sein, ma tante a eu un cancer du sein, la maman de ma meilleure amie est décédée d'un cancer du sein, donc c'est quelque chose que je connais. Mais la maladie de ma fille était autre. Par contre, elle a mis en lumière que je voulais mettre plus de sens dans ma vie professionnelle. Et mettre ce sens, eh bien, je l'ai recherché dans mes compétences artistiques et j'ai voulu mettre mes compétences artistiques au service des gens. Et quand j'ai découvert ce métier, ça m'a fait un tilt, en fait. C'est comme si... Comment tu l'as découvert ? Par hasard. Par hasard, ma voisine avait une école de maquillage permanent. Et elle faisait venir en master suite à cette formation de maquillage permanent, qui est aussi du tatouage réparateur et embellisseur. Oui. Et d'ailleurs, on peut en parler, hein, puisque avant la chimio, ça vaut la peine de penser à ses sourcils, à ses yeux. Oui, ça j'aimerais bien que tu en parles aussi, oui. Donc voilà, elle m'a dit, voilà, ça existe. Et là, j'ai fait, ok, moi je veux faire ça. Je veux que mon geste artistique apporte du sens dans ce monde. C'était compliqué aussi parce que, voilà, j'étais pas du tout tatoueuse, donc j'ai dû me reformer complètement, j'ai dû apprendre. Ah oui, les beaux-arts, en fait, oui. Tatouer et dessiner, c'est la même chose sans être la même chose. Parce que quand on dessine sur une feuille, on dessine sur une toile, on dessine sur quelque chose qui n'est pas vivant. Ici, on dessine dans la peau. Donc, on dessine dans un organisme vivant. Et donc, tu as dû faire une école de tatouage, alors ? Les écoles de tatouage n'existent pas. Ce sont des formations privées. En fait, ce métier n'est pas reconnu encore vraiment officiellement dans le monde. Il n'y a pas vraiment d'école officielle de tatouage. Et il y a un statut ? Il y a un statut, avec une toute petite loi de 2005 qui nous oblige à observer et à avoir un diplôme de sécurité hygiène. Ah oui, quand même, parce que tu piques quand même avec une aiguille. Bien sûr, on est dans une effraction cutanée, donc effectivement, on a des règles d'hygiène à observer qui sont très strictes et qui sont essentielles pour qu'il y ait évidemment le moindre problème possible. Et donc, quand on respecte toutes les normes d'hygiène, il n'y a jamais de problème. Il n'y a jamais de problème. Et on invite les personnes à respecter des postes soins, etc. Là, on s'engage déjà dans le concret et le vif du sujet, mais oui. Il n'y a pas de formation officielle de tatouage. Oui, donc en fait c'est privé et puis après tu fais un stage chez quelqu'un en fait. Moi j'ai pas fait de stage chez quelqu'un parce que quand on fait des formations en maquillage permanent, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme en tatouage artistique. Ouais. Mais on s'entraîne sur peau artificielle, on s'entraîne sur peau de cochon, sur des bananes, sur des oranges. On fait des modèles sous supervision avec son prof. Donc voilà. Mais mon Dieu, moi par contre, au début de mes formations, j'étais jamais content de mes résultats. Et c'est là que les beaux-arts m'ont aidé, en artificiel, en peau artificielle. J'allais dire, en fait, il faut savoir dessiner impeccablement, parce qu'on est dans le trompe-l'œil. On est dans le trompe-l'œil. Est dans le trompe-l'œil, il faut savoir copier la nature. Il y a beaucoup de tatoueurs qui ont fait les beaux-arts avant ? Il y en a quand même beaucoup en artistique, oui, en tatouage artistique, il y en a parce beaucoup. On va aussi en parler. Parfois, les gens décident de ne pas faire un mamelon. De ne pas faire de reconstruction. De ne pas faire de reconstruction aussi. Et tu fais des magnifiques tatouages avec des fleurs. C'est splendide. Oui, c'est magnifier les défauts. Oui. Parce que je vois parfois la cicatrice est devenue une branche. Tout à fait. C'est juste magnifique, quoi. Donc effectivement, le dessin est super important. Mais il y a autre chose en plus dans le tatouage, qui est que pour pouvoir bien tatouer, on doit savoir ce qu'on fait. Et là, c'est très multifactoriel. On travaille avec plusieurs types d'aiguilles, plusieurs mouvements de main pour obtenir des effets. On ne doit pas être trop profond. Donc, pour les personnes qui s'inquiètent de la longueur de l'aiguille sur une reconstruction par prothèse, il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir. Oui, tu expliquais que c'était une inquiétude. Oui, elle va casser ma prothèse. C'est ça. Non. On est à 0,2, 0,3 mm dans l'épiderme. Il faut travailler très léger. Il faut travailler sa main. Pour moi, c'est un métier d'artisan d'art. Comme un luthier. Il faut savoir jouer avec son instrument en délicatesse pour avoir un beau résultat. Et ça n'a rien à voir avec le dessin, parce que c'est des pigments qui viennent se rajouter. Ça n'a rien à voir avec... C'est un peu plus comme de la peinture, tu dirais ? C'est plus comme de la peinture ou du dessin, mais dans une peau qui va réagir. Et on ne sait pas comment elle va réagir. On apprend à le savoir. Ça fait partie de la formation du tatouage. On sait ce qu'on peut faire et ne pas faire. Si on descend trop profondément, qu'on pique trop fort une peau, le pigment va fuser dans la peau et au lieu d'avoir une ligne, on a une tache.
D'où mon Dieu, l'importance quelle précision. d'apprendre ce métier correctement et de travailler sa main pour... Il y en a très peu, hein. En Belgique, en France, on n'a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est ça, hein, ça reste Ça reste vraiment très, 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 très rare, hein. et très peu connu. Et très peu connu. Alors voilà, justement, je t'avais demandé pourquoi tu avais décidé de faire ce métier, tu m'as répondu et tout. Très peu connu. Qu'est-ce que tu penses par rapport au fait que maintenant on lève les tabous, on montre? Alors, moi, je suis pour la levée des tabous, parce que je vois beaucoup trop de personnes, hommes et femmes. Je pense aux personnes transgenres, aux hommes qui ont un cancer du sein, qui sont victimes de ce tabou, qui n'osent pas en parler, qui le cachent à beaucoup de monde, et finalement, ça laisse une blessure ouverte. Et aussi, c'est aussi important en termes de médiatisation et quelque part de pédagogie pour le grand public. Beaucoup de personnes ne comprennent pas et ne savent pas que quand on a un cancer du sein, on enlève tout. Et quand on enlève tout le sein, on enlève parfois toute la peau du sein, on enlève l'aréole, et donc la personne se retrouve avec une énorme partie manquante dans son corps. Et quand on se regarde dans le miroir, c'est choquant. Et ça laisse des grandes cicatrices, donc on est mutilé. C'est pour moi une mutilation. Et tant que le grand public ne le sait pas, et moi je m'en rends compte parce que quand je vais à un dîner et que les gens me demandent, que je rencontre des personnes qui n'ont pas été touchées par ce cancer, qui sont pas dans le milieu médical, mais les personnes ne savent même pas, un, que mon métier existe, et deux, surtout, que les patients perdent tout. Et qu'une reconstruction, c'est pas une chirurgie esthétique. Oui, j'aimerais bien, insiste bien là-dessus parce que... Alors non, c'est pas une chirurgie esthétique. On ne se retrouve pas comme quelqu'un qui a voulu avoir des seins plus petits ou des seins plus gros, ce qui est compréhensible d'ailleurs. On peut aussi parler de ça, des complexes qu'on peut avoir par rapport à une poitrine qui est une poitrine tubéreuse avec des seins très très qui sont pas du tout jolis. Eh ben oui, c'est pas que de l'esthétique, c'est quelque part de la réparation de l'image de soi dans le miroir. Bien sûr, oui. Mais en cancer du sein, ça va beaucoup plus loin puisque la personne n'a pas choisi de faire une reconstruction. Oui. Et ce ne sont pas des jolies reconstructions, c'est des constructions difficiles à faire. Mais moi, ça m'irritait tout le temps quand... Bon, après, c'est un manque d'information, donc je trouve que c'est de la maladresse plutôt que de la mauvaise intention d'entendre « Oh, génial, tu vas avoir des beaux petits seins qui tiennent bien dur. » Bien et sûr. où j'entendais le mot « esthétique oh », mes poils se hérissaient et je disais « Mais stop, ce n'est pas de l'esthétique, on parle de la reconstruction. C'est un métier extrêmement compliqué. » Et justement, je parlais avec un médecin qui disait « Mais on contente facilement en chirurgie esthétique. La femme, elle est contente, elle voulait des seins un peu plus gros, donc on met des prothèses, des petites... Enfin, voilà. Mais en reconstruction mammaire, il y a tout le travail psychique en plus là derrière. Donc c'est compliqué, techniquement parlant. Moralement. Enfin, voilà, donc merci d'insister sur le fait qu'on n'utilise pas le mot esthétique, en fait. On utilise reconstruction. Reconstruction, réparation. Pour moi, c'est un petit peu comme quelqu'un qui a, par exemple, eu une brûlure dans le visage et qui perd un sourcil. Ben voilà, on n'est pas complet. Il manque quelque chose. C'est pas pour le regard de l'autre, c'est d'abord pour le regard de soi dans le miroir. Bien sûr. Et personne n'a demandé à être brûlé, personne n'a demandé à avoir un cancer du sein, personne n'a demandé à avoir eu un accident qui vous mutile quelque part. Donc, on est clairement dans rendre une complétude dans le corps, rendre le corps complet. Et mon travail de tatouage artistique, c'est parfois aussi rendre complet. On parlait tout à l'heure de personnes qui font le choix de ne pas se faire reconstruire. Et très souvent, pourquoi ? Parce que ça demanderait 3-4 chirurgies. Et qu'elles n'ont plus le courage, elles n'ont plus envie. Elles se sentent bien comme ça, et on peut aussi le comprendre. Elles ne seront pas moins féminines. Elles acceptent et elles décident de faire ce chemin-là. Et c'est aussi une reconstruction de soi, de ne pas choisir d'avoir un volume du sein. Mais alors toi, c'est quand même un sacré travail de... Alors, on n'est pas juste dans le dessin, parce que tu as tout l'accompagnement psychologique de la reconstruction. Donc, si on prend l'exemple de Cinda, qui est passée quand même sur le podcast, que tu as accompagné. Donc Cinda, je pense que je pourrais mettre une photo sur ta page, parce que c'est vraiment un magnifique travail qui a toutes ces... C'est quoi comme plante, en fait Alors, on avait choisi les fleurs de cerisier du Japon, puisque c'est un symbole de renaissance. Voilà, exactement. Donc là, est-ce que tu peux expliquer le cheminement que tu fais avec elle, en fait? Donc, elle décide de ne pas reconstruire, donc elle reste plate.
Et quel est tout le chemin de reconstruction? Alors déjà, oui, ça c'est le chemin de reconstruction de Cinda était magnifique parce que on s'est d'abord rencontrés plusieurs fois avant qu'elle ne décide clairement de ne pas se faire reconstruire. Oui, c'est ça. Il y a déjà toute la décision avant, quoi. Voilà. Alors avec bénéfice-risque d'une chirurgie de 3 voire 4 chirurgies supplémentaires pour une reconstruction. Oui, je tiens à dire que parfois c'est plus que 3. Et parfois c'est plus que 3 et c'est bien lourd et c'est parfois non pas sans risque non plus. Ça on peut en reparler par la suite. Et donc ça a d'abord été tout un cheminement psychologique de OK, je ne suis pas sûre, elle va rire quand elle va nous entendre, je ne suis pas sûre à 100% de ne jamais vouloir me faire reconstruire, mais je suis sûre à 99%. 99 pour les Français. 99 pour les Françaises. Et donc, il reste le petit pourcent, mais il restera peut-être toujours le petit pourcent, en fait. Et je dis, alors c'est à toi de choisir. Ouais. Et puis on a fait plusieurs consultations pour travailler le motif qu'elle voulait avoir sur cette cicatrice de mastectomie qu'on voulait, non pas cacher, mais transformer en autre chose. Embellir. C'est même carrément... c'est sublimé. C'est sublimé parce que de la cicatrice, donc du défaut, on en a fait quelque chose de beau. On a utilisé le défaut pour en faire quelque chose de beau. C'est l'image de la résilience, en fait. Complètement. C'est vraiment et donc magnifique. Là, j'ai travaillé à main levée dans ces cicatrices pour que chaque pli et chaque cicatrice deviennent des branches. Oh, c'est dingue. Desquelles sont parties des fleurs. Oui, c'est dingue. Et c'était juste... c'est magique. Magique. Alors, je pose maintenant une petite question d'une situation comme ça. Si, par exemple, la femme, 5 ans plus tard, veut quand même se reconstruire. Compliqué. C'est compliqué? Oui, très compliqué. Pourquoi? Parce que la peau... C'est peut-être pas des situations qui arrivent, hein, mais... Non, c'est pour ça que le choix de Cinda était difficile à poser. Oui. Parce qu'elle savait qu'une fois qu'elle se faisait tatouer, elle ne pourrait plus faire de reconstruction. À part que le dessin peut s'agrandir, en fait, c'est ça. Alors le problème, c'est un peu... Se déforme, en fait. Tu vois, Delphine, oui, c'est ça. C'est comme quand tu dessines sur un ballon gonflable, et puis que tu gonfles le ballon. Oui, c'est ça, le dessin se déforme. Oui, mais je suis sûre qu'avec tes talents, tu peux encore... oui, oui, voilà, tu peux encore refaire, trouver quelque chose. Et je dois dire que le trajet, parce que, en fait, c'est très similaire quand on fait un tatouage d'aréole. Un tatouage d'aréole, c'est un peu la même chose. On vient... Oui, maintenant, on va aller dans le vif du sujet. La personne comment ça se passe, arrive chez moi, on en parle. Alors, dis-moi, est-ce que c'est des personnes qui arrivent, elles viennent de perdre leur sein et elles ont déjà envie d'en parler, alors que c'est peut-être dans 3 ans. Quand est-ce que les femmes peuvent venir te voir? Les femmes peuvent venir me voir et me téléphoner quand elles veulent. Ça, déjà, c'est clair. Allez voir Isabelle, de toute façon, quoi qu'il arrive, parce que c'est la douceur à l'état pur et donc c'est juste le bonheur. Je crois que, effectivement, j'ai encore eu quelqu'un hier, 1h30 au téléphone, qui est en phase de réflexion sur sa reconstruction et qui avait beaucoup de questions. Et comme moi, je vois passer énormément de personnes qui ont été reconstruites, par le bouche à oreille, les gens savent que je n'ai pas d'avis à poser, on est bien d'accord. Mais je peux dire, voilà, quand on se fait reconstruire comme ceci par greffe, vous avez ça, quand c'est par prothèse. Et là, je ne me duplique pas aux médecins, ni aux chirurgiens. Mais par contre, elles viennent chez moi justement parce que je ne suis pas docteur. Et elles veulent un avis, peut-être qu'elles pensent plus objectif. Parce que un médecin, lui, il a son avis à lui de docteur et il a peut-être pas tout le côté humain qu'il y a, parce que moi je vois les cicatrices, je vois les problèmes de peau, je vois les problèmes de finalisation de cette reconstruction où il faut rajouter du lipofilling pour redonner du galbe, corriger certaines cicatrices qui, voilà. Donc, à la limite, t'as une meilleure connaissance de la peau, en fait. Oui, puisque je fais beaucoup de réparations de cicatrices au collagène. Donc, effectivement... Puis t'es une femme. Et je suis une femme. Ouais. Maintenant, par bonheur, on a aussi beaucoup de docteurs femmes. Donc ça, c'est... ça commence, hein. Ça commence, heureusement. Oui. Ce sont des questions où elles sentent aussi que chez moi, elles n'ont qu'une obligation à devoir décider. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment de la discussion. C'est de la discussion, de la papote, comme on fait nous deux maintenant. Voilà, c'est génial. Mais par contre, en prestation, le plus souvent, elles arrivent chez moi, elles prennent un premier contact. Quand elles sont soit complètement au bout de leur parcours de reconstruction, que tout est terminé, et que le chirurgien les envoie chez moi. Alors, je fais juste une toute petite coupure. Enfin, pas coupure, mais donc, il y a 2 cas de figure. Soit la femme a été reconstruite et on lui a pas reconstruit un mamelon.
Donc, soyons vraiment clairs pour ceux Oui. qui ne... Donc, par exemple, moi j'ai décidé de reconstruire un mamelon. Donc, ils ont fait ça avec un petit flap. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais un petit une morceau, petite greffe. une Oui, petite greffe. c'est pas vraiment une greffe, mais c'est voilà, ils ont créé un petit mamelon. Qu'on peut faire de plusieurs techniques différentes en chirurgie. Hein. Exactement. Il y en a qui prennent au niveau de l'aine pour avoir un peu plus la coloration. Il y en a qui prennent une partie de l'autre mamelon quand il est très volumineux dans l'autre sein. Voilà. Il y a aussi d'autres types de greffes, des névus qu'on prend parfois. Mais, il y a plein de techniques. Mais ça, c'est la reconstruction d'un mamelon. Mais il y a beaucoup de femmes qui ne reconstruisent pas de mamelon. Donc, c'est plat. Et là, tu dois faire en 3D. C'est lisse. Et tu dois faire en 3D l'aréole et le mamelon. On va plus parler de ce cas de figure-là. Hein. Alors, dans les deux cas, oui. il faut quand même mettre de la texture et de la couleur dans ce mamelon, qui est reconstruit ou et pas. Et un trompe-l'œil quand même. Hein. Bien sûr. Oui. Parce que quand on vous reconstruit un petit mamelon en volume, pour avoir ce petit volume qui... En fait, c'est le petit truc qui dépasse sur le t-shirt blanc. Qui dépasse sur le t-shirt blanc, exactement. ou à travers un bikini un peu fin. Voilà. Qu'on aime bien, quand même. Voilà. Mais il est blanc. Il est couleur chair. Ah ben bien sûr, oui. Donc, et en plus, très souvent, et c'est pas du tout une critique parce que c'est un travail très compliqué à faire en chirurgie, pas très compliqué comme acte, mais en général, quand il cicatrise, il rétrécit un petit peu, il s'aplatit. Et ça, c'est chez 90% des cas. Oui. Hein, donc, oui, il se rétracte facile de 75% quand même. Tout à fait. Oui, c'est ça, il est. Oui, ça, et donc, quand on fait ce fameux pré-dessin où j'assieds la personne devant le miroir et où on vient recréer d'abord le dessin de cette aréole au marqueur, parce qu'il faut quand même que moi je me fixe une base. Et donc tu fais au marqueur déjà de la couleur ou tu fais Non, c'est juste le canevas. C'est-à-dire, c'est le dessin de base. C'est comme un sketch, quoi. C'est comme un sketch. Et donc, on vient chercher et recopier la taille, la forme et l'emplacement de l'aréole existante de l'autre côté. Je travaille au fil. J'ai pour les mesures. Pour les mesures, j'ai un pied à coulisses. Donc voilà, je mesure tout. Oui. La taille de l'aréole, la taille du mamelon, et on vient tout replacer de l'autre côté. Ça gomme les asymétries qui restent de la chirurgie. Tu peux même tricher, en fait, un petit peu. Je triche tout le temps. Je suis une grande tricheuse. Mais donc, en fait, tu peux même agrandir le mamelon quand il est trop petit. Ah, mais tu peux travailler un peu sur l'autre aussi, alors ? Alors, ça, c'est une autre question. Commençons par copier la nature. Oui, copier l'autre. Donc, très souvent, ce mamelon reconstruit ou pas, où le sein est légèrement plus petit, légèrement moins rond, un peu plus carré, un peu plus bas. Et grâce à l'aréole, on gomme ces imperfections. Ah, c'est magique, quoi. Oui. Mamelon trop petit, c'est pas grave, je l'agrandis en trompe-l'œil. Oui. S'il est placé un chouïa trop haut, je le redescends en trompe-l'œil. Je l'agrandis par le bas. S'il est trop décalé sur la droite, je l'agrandis sur la gauche. Et comme ça, on retrouve une symétrie. Et c'est très souvent le cas que les chirurgiens m'envoient la personne en sachant très bien qu'il est légèrement asymétrique. Le sein est légèrement asymétrique. Hein, oui, et même le mamelon, le placement du mamelon, qu'il est un peu trop petit ou un peu trop reconstruit, tu veux dire. un peu trop à gauche, un peu trop à droite. La personne demande au chirurgien une correction en chirurgie, il dit « Non, allez voir Madame Paling d'abord ». Et du coup, il n'y a plus besoin de chirurgie après. Ouais, mais c'est génial. Moi, j'ai une question super technique parce que voilà, je t'en ai parlé juste avant le podcast. Donc, avec la mastectomie prophylactique, il y a eu une cicatrice autour de mon mamelon que j'ai encore, qui me reste de l'autre sein, pas du côté mastectomie. Il se rétracte plus avec le froid et le chaud. Comment est-ce que tu fais toi en tatouage alors, puisque alors il y a deux questions dans ta question. Il y a la rétractation et il y a la couleur. Oui, et aussi, pour ceux qui n'ont pas eu de mastectomie prophylactique, mais qui ont toujours leur sein tout à fait intact, où le mamelon se rétracte et s'agrandit avec la chaleur, comment est-ce que toi tu fais alors en tatouage ? On choisit un moyen terme en sachant que l'aréole, en général, elle se contracte uniquement au froid ou au toucher. Ok, oui. Donc, on travaille sur une aréole non contractée. Par rapport aux cicatrices périaréolaires qui restent d'une reconstruction, d'une symétrisation bilatérale. Oui. Là, c'est très technique ce que je viens de dire. Mais tu peux alors, juste pour le grand public, oui, pour le grand public. Quand on a reconstruit son sein après un cancer, l'autre est souvent trop petit, trop gros. Ou en prophylaxie, on préfère choisir d'enlever aussi l'autre, même s'il n'a pas encore été malade. Donc l'autre sein est aussi reconstruit. Et quand on fait cette reconstruction, le chirurgien doit déplacer l'aréole. Donc il coupe l'aréole et il la recoue au bon endroit. Oui. On est bien d'accord avec ça. Ça laisse une cicatrice tout autour de cette aréole naturelle qui existe.
Ce qu'on peut faire, c'est travailler cette cicatrice en microneedling au collagène pour qu'elle soit plus lisse et plus plate, et ensuite la recolorer. Okay. Et après ça, moi je sais ça quand je tatoue l'autre côté, on va choisir de faire les mesures de l'aréole avec la cicatrice périaréolaire de l'autre côté. Comme ça, on est sur une belle symétrie. Oui, ok. Oui, la symétrie, c'est... Tout est possible. Oui, et la symétrie, j'ai envie d'en parler parce que moi, je trouve que c'est quand même... la symétrie dans le corps humain. On a quand même... moi, je suis à ma 5e opération de reconstruction et c'est vrai que je pense qu'il y a des femmes qui se seraient peut-être arrêtées à mon niveau. Et alors, non pas que je cherche la perfection, mais le besoin de symétrie est quand même important. Et puis, je trouve que quand on a fait une si longue route, on a envie d'avoir le plus symétrique possible. Hein. Alors, je comprends Toi, tu dois être confronté tout le temps à ces besoins de symétrie, en fait. Oui, alors, petite confession. Moi, on n'a jamais touché à mes seins, j'ai pas eu de cancer du sein. Mes seins sont asymétriques. Mais je crois qu'ils sont toujours asymétriques chez tout le monde. Et chez tout le monde, ils fait. sont asymétriques. Oui. Et donc, il faut faire un petit peu, à un moment, le point sur... Oui. On n'est jamais parfait. Mais la perfection réside dans les imperfections. La beauté, c'est l'imperfection. Si je tatoue 2 sourcils parfaitement exacts, la personne aura l'air d'un extraterrestre. C'est un peu la même chose en sein. C'est dingue ce que tu dis, en fait. Quand on travaille, si on coupe le visage de quelqu'un en 2 et qu'on colle en symétrie orthogonale ce visage de l'autre côté pour recréer un visage, on a un visage qui n'a pas l'air très humain. C'est marrant parce qu'il y avait une image de justement un visage parfaitement symétrique chez un chirurgien esthétique que j'avais été voir dans le cadre de la reconstruction. Et c'était affreux, en fait. Et je me suis dit, c'est incroyable, la droite et la gauche sont jamais... Tout à fait. En revanche, pour des seins, on a quand même envie que ce soit le plus Alors, symétrique bien possible. sûr, il est clairement indiqué et parfaitement normal d'avoir envie de 2 seins symétriques. Oui. Alors, c'est quoi symétrique possible. Voilà. Quand, d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé très souvent, quand quelqu'un vient chez moi, envoyé par son chirurgien, et que je la vois pour la première fois, et que je vois une grosse asymétrie dans les seins. Je pose la question à la personne. Est-ce que vous êtes contente de votre reconstruction ? C'est magnifique. Ça, c'est très important comme question. Et ça, c'est très, très important. Oui. Parce que la personne, souvent, me dit « Oui, mais chez moi, on m'a dit qu'on ne pouvait pas avoir mieux. » Oui, ou alors tu peux avoir une personne qui dit « Oui, je suis très contente. » Ou alors quelqu'un qui dit « Et donc, tu sais que tu... Voilà, oui, tu je suis très contente. Oui, et là, moi, je ne vais pas plus loin. On fait le tatouage. Et si la personne te dit « Le chirurgien m'a dit qu'on ne pouvait pas faire mieux. » Expliquez-moi pourquoi. Oui. Et comme je connais les techniques de chirurgie, oui. Et que quand j'entends que quelque part, il y a quelque chose de mieux qui pourrait être fait... Tu peux suggérer, hein ? Je peux suggérer. Et je dis, alors, et vous, est-ce que vous êtes contente encore, après tout ce que vous m'avez expliqué, est-ce que vous pensez que vous avez envie d'aller un peu plus loin ? Et là, dans certains cas, la personne me dit, bah oui, moi je suis pas trop... Mais tu sais, c'est toute tellement... une discussion. Oui, et je ne tatoue pas à ce moment-là. Mais oui, mais c'est super parce que tu sais, on entend tellement de femmes sur le groupe de soutien et puis mon chirurgien m'a dit vous pouvez déjà être contente avec ce que vous avez. Mais c'est intolérable. C'est intolérable. Ou alors attendez de là où vous venez, voilà. Ou non, on peut pas faire plus. Et les proches parfois aussi. Hein. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit voilà, je suis un cas, je suis chez la psychiatre. Parce que ça fait 1 an que je trouve que mes seins sont asymétriques. Mon chirurgien n'est pas d'accord avec moi, ma famille n'est pas d'accord avec moi. Et la seule proposition qu'on m'a faite, c'est d'aller chez le psy. Ah, c'est terrible. Et ça, c'était par message. Et je lui ai demandé de m'envoyer une photo. Elle m'a dit, je n'arrive pas à prendre de photos de mes seins, je mets des serviettes de bain sur tous mes miroirs. Une petite shoot. Elle a fini par me faire une photo, en soutien. Oui. Visage, on voyait bien, c'était un selfie où elle ne voulait pas regarder la photo, elle me l'a envoyé presque sans regarder. Et moi j'ai vu, en soutien, il y a un bonnet de plus que de l'autre côté. C'est fou de ne pas être reconnu comme ça, on l'entend. Elle m'a, quand je lui ai dit mais non, vos seins sont asymétriques, je suis d'accord avec vous. Elle m'a dit est-ce que je peux venir vous voir ? Elle avait besoin d'être reconnue, voilà. cette pupuche. Et là, elle a pu se regarder dans le miroir. Et je lui ai dit vos seins sont asymétriques, on va prendre une photo. Et moi, je vais l'envoyer à plusieurs équipes de chirurgiens avec qui je travaille. Et on va demander leur avis. Résultat, je ne l'ai pas encore touchée à l'heure d'aujourd'hui. Ça fait 3 ans, je pense. Je sais qu'elle va venir chez moi parce qu'on échange souvent par message. Donc elle a continué, en fait, alors ? Elle s'est fait une nouvelle chirurgie. Elle continue à perfectionner cette reconstruction et elle va venir chez moi par la suite. Ah, c'est génial. Mais tu vois... Et elle n'est plus chez le psy.
Ouais. Ou alors, t'as certaines personnes qui n'osent pas dire à leur chirurgien pour de peur de blesser. Enfin, on en avait beaucoup parlé dans le podcast sur la reconstruction mammaire avec Aurore Lafosse et Ingrid de Biurge. Les filles, quoi, vous avez le droit de vous faire entendre. Bien c'est sûr. Quand même. Mais de te rencontrer déjà, parce que ça fait du bien Bien sûr. Voilà, une kiné femme, une chirurgienne femme. Alors, non pas que ça fait. Alors, je connais des hommes très humains en Mais chirurgie. oui, tout à fait. Mais voilà, j'ai une meilleure expérience avec une chirurgienne femme et je trouve que ça fait du bien à un moment donné d'avoir une femme dans le processus, quoi, que ce soit la kiné, que ce soit toi, que ce soit... c'est Est-ce quand même... qu'on a un regard différent? Est-ce que... Je ne pense pas. Moi, ce que je pense, c'est que toutes les personnes qui accompagnent, que ce soit en chirurgie, en kiné, en massage, il faut qu'on ait une éthique de travail. Et l'éthique de travail, ça passe par la transparence avec la personne. C'est pas magique. À quoi vous pouvez vous attendre? On peut faire ça, on peut pas faire ça. On peut obtenir ce résultat-là, mais celui-là, ça va être compliqué. Pas vendre du rêve. Et ça doit être, qu'on soit homme ou femme, on doit être dans cette démarche. Oui. On est face à des personnes qui ont été malades, qui passent un combat, le cancer. La reconstruction, c'est un sacré combat. Oui, mais déjà, avoir survécu à la maladie, c'est un combat. Alors, en plus, si ça doit être un combat et qu'on doit se battre avec tous nos prestataires pour obtenir ce qu'on veut, ou qu'on a des difficultés de communication, ou qu'on nous a un peu trompé sur la marchandise, ça ne va pas. Oui, mais c'est... Oui, la communication. Alors moi, j'avoue que c'est vrai que ça m'a fait du bien d'avoir des femmes dans le parcours. Je le dis honnêtement. Je trouve que... Voilà, une femme qui reconstruit une femme. Il y a beaucoup de chirurgiens hommes qui sont magnifiques, mais voilà, moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de pouvoir parler à des femmes. Je comprends. Alors, parlons de cette fameuse féminité. Oui, alors, c'est important. Alors, quand on tatoue une aréole, on retrouve de la pudeur. On en a parlé tout à l'heure. En off, oui. Et c'est vrai que très régulièrement, les personnes, elles montrent leur sein reconstruit sans trop de pudeur. Elles montrent moi je veux envie de dire leur volume mammaire. Ils ne sont pas encore des seins, en fait. En fait, quand on a un volume mammaire, on ne voit que la boule. Ouais. Une bosse, une petite dune. Une dune, une colline, voilà, tout ce qui ressemble à un volume. Mais ce volume, du coup, et je le vois bien avec les personnes quand elles arrivent chez moi, ce qu'elles regardent dans le miroir, c'est les imperfections. Pourquoi ? Parce que on est encore sur une boule, une bosse, une colline, un volume. Et on n'est toujours pas sur un sein. Ouais. Par contre, une fois que le tatouage est recréé, étrangement, elles oublient les imperfections du sein. Mais voilà, moi je montre aisément mon volume mammaire qui n'est pas encore tatoué, peut-être pas à des hommes comme ça, mais bon, voilà, sans aucune pudeur. Je peux concevoir que le jour où je sors de chez toi, ça y est, c'est redevenu. Parce que tu le vois, un objet. Est-ce que tu le vois chez les femmes ? Elles arrivent et puis elles repartent en se cachant un petit peu plus. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Elles m'en parlent aussi. Ah oui. Alors, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes aussi qui sont tellement fières d'être arrivées jusqu'au bout, tellement contentes du résultat, que même après le tatouage, elles le montrent. Oui, à d'autres femmes. À d'autres femmes. Ou à des personnes qui ont été proches de leur parcours. Je pense que c'est parce que tant que le sein n'est pas complet et l'aréole vient compléter le sein, lui donner un aspect normal, humain, on le considère comme un objet et pas faisant partie intégrante de soi. Oui. Ça reste un objet non fini. Une fois qu'on le termine avec ce tatouage aréole et qui reprend un aspect tout à fait naturel et normal, donc humain, on se reconnecte à notre intimité parce qu'on est de nouveau humain avec soi. Oui. Et à ce moment-là, on retrouve de la pudeur, évidemment. Mais je me suis demandé, j'aurais dû faire une recherche d'ailleurs dans l'histoire de l'art. En fait, le téton, est-ce que c'était quand même un objet de... Au départ, on cache le téton quand même souvent. Hein Alors, moi, je suis un peu gênée par rapport à ça et c'est un peu mon combat féministe. On a beaucoup trop érotisé le sein. Au départ, le sein, c'est un organe qui sert à allaiter. Oui. Et quand on voit qu'encore aujourd'hui, il y a des personnes qui se font insulter parce qu'elles allaitent leur bébé en public, ça me révolte. Donc, c'est une grosse réflexion, cette question du téton, finalement. Parce que, d'abord, ça fait de nous des objets érotiques et on a été blessé dans notre éros, alors. Et donc, ça veut dire qu'on est blessé dans notre capacité à être une femme complète. C'est une vraie question. L'exemple de Cinda est parfait pour ça. Elle choisit de ne pas se faire reconstruire et d'avoir un tatouage artistique à la place. Elle ne se sent pas moins féminine, ni moins érotique. C'est tout un cheminement. Hein. C'est tout un cheminement, mais un beau cheminement. Nous sommes des femmes
dans notre être, pas uniquement avec notre corps. Par contre, il est vrai que pour certaines personnes, et je le comprends parfaitement, retrouver l'accès à son intimité passe par la reconstruction du sein. Et ça, en général, ce sont les personnes qui, quand elles apprennent qu'elles ont un cancer, elles pensent déjà à leur reconstruction. Oui, il y en a que ça aide beaucoup, hein, oui, de se projeter déjà. Ça les porte. Oui, tout à fait. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai des personnes qui me disent « Quand je vois votre travail, ça me donne du courage pour faire tous mes traitements. Oui. Parce que je sais que par la suite, je peux me reconstruire d'une manière ou d'une autre. » Oui. Alors, avec bosse ou sans bosse. Oui. Bon, après, j'ai quand même envie de préciser un truc qui me vient comme ça maintenant. On n'a plus de sensibilité, hein, donc ça, clairement. C'est quand même aussi un sacré challenge. Enfin, moi, personnellement, j'ai même de l'inconfort si je touche un plat ou une porte ou quoi. Je me dis. Et donc ça aussi, c'est encore une difficulté supplémentaire, quoi. Donc c'est même plus qu'une difficulté supplémentaire. C'est ce qui empêche parfois. Enfin, je suis persuadée de ça. Ça empêche de se reconnecter à ce sein. On le sent plus, quoi. On ne le sent plus. Et parfois, il est froid. Donc moi, j'invite les personnes à se regarder, à se masser, à se réapproprier. Et le travail de tatouage, c'est une des étapes de ça. Mais oui, ça contribue à tout ça. Ça contribue à ça. Alors, on reste combien de temps chez toi ? Comment ça se passe ? Parce que j'imagine qu'elle doit avoir c'est une psychothérapie, quoi. C'est quelques heures, quoi. Bon, avec déjà, 3/4 d'heure au téléphone avant. Oui, c'est ça. Parce que je peux pas m'empêcher. Mon comptable me tuerait, mais j'ose même pas lui dire. C'est pour moi une éthique d'accueillir la personne dans son entièreté. Donc, je prends le temps de parler au téléphone avant. C'est essentiel. Oui. Quand j'entends certaines personnes me dire « Ah non, moi j'ai été faire mon tatouage et j'ai même pas eu la personne au téléphone avant », ça me rend dingue. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a des précautions à prendre. Oui. Et il faut que je puisse sentir si la personne est prête. Il faut que je puisse la prévenir de ce qu'elle doit ne pas faire avant. Et il n'y a pas grand-chose, hein. C'est juste ne pas prendre certaines vitamines, ne pas prendre certains médicaments qui fluidifient un peu trop le sang. Donc c'est rien de grave. Non, mais en plus, tu vas aller mettre quelque chose dans sa peau. C'est surtout de permanent. Donc, en fait, c'est de la folie d'arriver comme ça sans avoir de consultation préalable. Oui. Et surtout, il faut que je puisse expliquer comment ça se passe à la personne. Oui. Moi, j'ai eu le cas d'une personne qui me dit « J'ai jamais été tatouée de ma vie, ça me fait très peur. Les seuls tatouages que je connaisse, ce sont les tatouages de mes grands-parents qui étaient juifs. » Oh, mon Dieu, c'est dur ça à entendre. Voilà. Et donc, moi, j'ai des personnes de 75 ans qui m'imaginent avec une veste en cuir et des piercings partout. Parce que le médecin a dit « Vous allez chez la tatoueuse. » C'est rigolo. Et donc, il faut expliquer comment ça va se passer, rassurer, expliquer ce qui peut arriver, que je prends des précautions pour que les personnes n'aient pas mal, que je ne vais pas percer la prothèse, que tout va bien se passer, en fait. Mais pour ça, il faut expliquer les choses. Alors, ça se fait en combien de fois ? En 2 fois. Okay. Donc, on fait une première prestation qui se déroule comme suit. Pré-dessin devant le miroir. D'accord. D'abord, un petit entretien, un petit questionnaire médical, mais dont on a déjà parlé au téléphone. Oui. Un consentement mutuel. Et puis, on regarde dans le miroir. Quelle étape. Ouais. On fait le pré-dessin. Tant que ce pré-dessin ne convient pas à la personne qui va se faire tatouer, ou ne me convient pas à moi. Il n'y a pas du trompe-l'œil là, déjà dans ce pré-dessin. Non, c'est juste vraiment le contour, placer l'emplacement, le contour de l'aréole et le contour du mamelon. Oui, ok. Et c'est là que ça devient un peu technique, avec mon pied à coulisses, le fil, les Moi, petites je me mesures. Réjouis. Voilà. Tant qu'on n'a pas validé toutes les 2 ce pré-dessin, on continue à le corriger. On fait des photos avant, on fait des photos du pré-dessin. Ok. Une fois qu'on a validé ça toutes les 2, je mets de l'anesthésion. Sauf s'il y a vraiment une perte complète de sensibilité. C'est carrément le même jour, en fait. Oui. Ah oui, ok. Oui, on ne va pas repartir avec le dessin. Oui. Puisque dès qu'on prend sa douche, le dessin part. Donc, pendant que cette anesthésie en pause, on choisit les couleurs. Parce que je ne travaille pas avec une seule couleur. Ah non, mais je sais bien. Il y en a combien ? C'est de la folie. Des dizaines. Oui. Et donc, cette couleur qui va s'estomper quand le tatouage sera cicatrisé. Oui, mais ça la femme ne sait pas, évidemment, les couleurs. Ah non. C'est par rapport donc, à l'autre que j'explique. Oui. Et on choisit, et je pose les couleurs au coton-tige à côté de son aréole existante, ou sur sa peau, quand il lui manque les 2 aréoles. Parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes couleurs d'aréoles. Il n'y a pas 2 aréoles qui sont les mêmes, en plus. Jamais. Il n'y a pas 2 seins qui sont les mêmes. Des aréoles avec plus de texture, des aréoles plus lisses, des petits comment mamelons, on appelle les tout petits les petites points. glandes de Liberski, qui m'ont l'air dessines de Montgomery. Oui.
on les redessine en trompe-l'œil. Tout ça peut se faire, évidemment, en tatouage. Donc, on place toutes ces couleurs, on les regarde, j'explique comment ça va se passer, comment la couleur va s'estomper dans la peau, parce que ça s'estompe dans la peau. Et une fois qu'on est donc c'est plus foncé au départ, en fait. Oui, donc on peut être un peu déçu quand on sort. C'est-à-dire que c'est souvent très rouge. Oui, c'est ça. Puisqu'on a un peu piqué. On a piqué, oui. Mais tout ça a été expliqué, j'explique en combien de temps ça dérougit, etc. Mais c'est pour ça qu'il faut bien choisir les couleurs avant de commencer la prestation. Mais j'étais un jour chez mon ancien chirurgien et il y a une femme qui a débarqué dans le bureau en disant « C'est horrible, c'est trop foncé !» Enfin, elle a probablement probablement qu'on lui avait pas expliqué. Donc elle s'est dit « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est trop tard !» Voilà. Ouais. C'est pour ça qu'en première prestation, je ne choisis jamais de couleur trop foncée. Ah, et donc, donc ta première prestation, donc tu vas déjà faire tout le dessin. Déjà en trompe-l'œil et tout. Déjà en trompe-l'œil. Waouh. On crée une belle base. Combien d'heures, ça? 4 heures? Non, on dit. Non, on ne sait pas piquer 4 heures la peau. Elle s'abîme trop. Enfin, le temps que tu fasses le dessin de la personne, il reste combien de temps? 2h30. Oui, c'est quand même déjà long, le temps de discuter. 2h30. Ça, c'est bien. Et on a déjà discuté avant. Oui, c'est ça. Donc, le premier jour, c'est 2h, 2h30. Mm-hmm. Et puis, on se revoit 2 mois après pour faire la deuxième session de tatouage. Et là, si c'est trop clair, on refond, s'il manque quelques détails. Pourquoi on fait ça? Parce que la peau aussi cicatrise. Bien sûr. Et donc, tout le monde ne va pas cicatriser de la même manière. Ok. Et certaines personnes gardent absolument tout. D'autres personnes, il restera un petit peu moins. Une peau un peu plus grasse ou qui a créé un petit peu plus de micro-croûtes. Elle va perdre un petit peu plus de couleur. Voilà. Ça, mais il y a toujours des ajustements. On est dans de l'organisme vivant. Ça. Oui, donc mais il y aura toujours des retouches. Il y a toujours une retouche. Oui, ok. Parfois, elle est minime. Ça me prend parfois une demi-heure, comme ça peut me prendre 1h30. Il n'y a pas des retouches après, tous les ans, Alors, tous les ans, certainement pas. Oui. Par contre, après 3-4 ans, il y a un phénomène très naturel qui est que la peau considère le pigment comme un corps étranger. Ça veut dire quoi? Que nos petits soldats, nos macrophages qui sont présents dans notre peau, grignotent ce pigment. C'est dingue ça, oui. Et donc 3-4 ans après, ça devient un peu fade. Et là, on fait une retouche. Mais il reste toute l'aréole. Alors pour les personnes qui ont déjà été tatouées et qui ont perdu tout leur tatouage, j'insiste. Moi, je ne travaille pas avec des pigments encore de dermopigmentation visage. Parce que ces pigments ont des molécules beaucoup plus petites. Ce qui implique que ces macrophages mangent ces petites molécules très rapidement. Ok. Et que tout le tatouage disparaît après 1 an. Oh. Moi, je ne veux pas de ça. Pour moi, ce n'est pas éthique. Donc, je travaille avec des encres de tatouage qui ont exactement les mêmes composants. Les étiquettes sont les mêmes, je peux vous les montrer. Pour les personnes que ça intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Il y a les mêmes composants dedans. D'ailleurs, la loi de 2021, l'Europe a déjà légiféré 4 fois, mais la dernière, c'était en 2021. C'est une loi qui est valable pour les pigments de dermopigmentation comme pour les pigments de tatouage. Mais il y a eu toute une histoire l'année dernière. C'était quoi, en fait? C'est ça, en fait. L'Europe a à nouveau légiféré pour que les produits soient les plus propres possibles. Et donc, tout ça, c'est en fait tout à fait naturel. Enfin, c'est pas mauvais pour la santé. Ce n'est pas mauvais pour la santé, puisque l'Europe a légiféré et enlevé tout ce qui était vraiment nocif en 2003. Okay. Donc, donc tous les tatouages d'avant, c'était des mauvais produits. Alors, c'est un grand débat, ça. Ça reste aussi, ça va pas tellement en profondeur. On est sur une toute petite zone. Oui, c'est ça. Oui. Le danger, c'était pour les personnes qui faisaient des tatouages artistiques avec des très grandes pièces. Il y en a qui sont tatoués de la tête aux pieds. Exactement. Tu n'as pas de tatouage, Isabelle. Mes sourcils, mes yeux, ma bouche. Oui, ça on en parlera encore. Oui, parce que si les gens se disent, on va arriver chez une toute piercée, toute tatouée. Non. Du tout. Voilà. Donc, par rapport à ces fameuses couleurs, ce qui est très important de savoir, c'est que la peau recouvre la couleur. Et donc, forcément, éclaircit nos teintes. Oui, ok. La peau est plus claire que les angles de tatouage. Mais alors, quand la personne revient après 4 ans, elle doit faire ça tous les 4 ans ou pas spécialement? Alors, ça dépend des peaux. Il y a des peaux qui métabolisent plus vite le pigment que d'autres. Il y a des personnes aussi qui sont plus foncées de peau. Il y a des personnes qui sont plus maniaques. Mais oui, tous les 3-4 ans. Voilà, juste faire une petite retouche. Est-ce qu'on peut parler du remboursement? Est-ce que tu peux nous expliquer? Voilà, ça c'est la grande question, évidemment, parce que voilà, le cancer induit quand même une certaine précarité pour beaucoup de personnes. Malheureuses. Très malheureuses. Des personnes indépendantes, aussi, encore plus. Bien sûr, des personnes en arrêt de maladie suite aux effets secondaires des traitements, longtemps après la fin des traitements. Comment ça se passe alors? Parce que la grande question.
the big question. La mutuelle ne rembourse pas ce tatouage d'aréole mammaire. Donc, est-ce que tu peux... la mutuelle en Belgique, mais la France, tu connais le... Je pense qu'en France, ça a bougé. Je pense que ça a bougé et que les mutuelles maintenant remboursent cette prestation même quand elle n'est pas faite à l'hôpital. Parce qu'en Belgique, voilà, en Belgique, quand elle est faite à l'hôpital par un médecin ou par une infirmière ou quelqu'un sous supervision d'un médecin, il y a un petit remboursement qui est ridicule, qui est de 49,30 €. Il n'y a pas beaucoup de médecins qui font ça. Ça doit être sous la direction d'un médecin. Tous les chirurgiens le faisaient. Mais ils créaient une petite tâche. C'est pas un mamelon, c'est une petite tâche, tu dis. C'est une petite tâche. Oui, mais ils n'ont pas fait les beaux-arts, quoi, on va voilà. dire. Et donc, aujourd'hui, la plupart, en tout cas ceux avec lesquels à Bruxelles, Bordet a arrêté, Saint-Luc a arrêté, XL ne le fait pas. Donc, il n'y a plus moyen de se faire tatouer à l'hôpital. Voilà, plus, tout le monde vient chez des prestataires extérieurs comme moi, parce que les résultats sont beaucoup plus beaux. Soyons honnêtes. Alors, donc là, je suis en train... Tu travailles donc à Bruxelles et je tiens à dire que tu es sur Lyon aussi. Je descends sur Lyon à la demande, c'est-à-dire parce qu'on peut parler aussi d'autres tatouages réparateurs, mais ça on le fera plus tard. Ouais. Je descends de temps en temps sur Lyon, effectivement. Tous les 3-4 mois, ça dépend un peu du nombre de demandes. Tu essaies de grouper alors des patients. J'essaie de regrouper tout le monde. Ok, parfait. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire le prix d'un tatouage? Alors, moi je demande... Je sais que je suis dans des tarifs très moyens. Je demande 350 € pour une aréole, la première prestation. Oui. 450 pour les 2 aréoles, la première prestation. Oui. La seconde est à 95 € pour une aréole. 95, pardon. Et pour les 2 aréoles, je demande 150. Ok. Si il y a un problème financier, chez moi, j'ai toujours proposé un échelonnement. Okay. Parfois, je donne des formations. Donc, je cherche des modèles. Et à ce moment-là, c'est un tout petit prix qui couvre uniquement le matériel. Oh, c'est magnifique ça. Parfois, pendant octobre, je fais des prestations à l'hôpital pour les bradés, donc les journées de reconstruction du sein. Il y en aura une le 15 octobre à Charleroi, une le 20 octobre à Braine-l'Alleud. Et là, il m'arrive de tatouer en Mais live. Là, il y a des Françaises qui peuvent venir éventuellement? Alors, c'est compliqué, parce que c'est souvent les chirurgiens qui choisissent les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Moi, ce que je voulais dire, c'était que tu faisais ça aussi à Lyon, pour toutes les Françaises qui nous écoutent, parce qu'il y en a beaucoup. Bien sûr. Donc voilà, ils vont te trouver sur ton site. Et je ne suis pas contre l'idée de devenir nomade, parce que j'ai des demandes un peu partout. Ouais. Mais le problème, c'est de trouver les espaces pour aller tatouer. Mais tu peux le faire chez quelqu'un ou pas? Ah non, il nous faut un espace quand même propre. L'idéal, c'est un cabinet de consultation. Et à Lyon, tu as? À Lyon, j'ai. Oui, ok. Donc là, maintenant, les choses bougent. Les choses bougent. Par rapport à ce remboursement. Parce que j'ai un peu fait du militantisme personnel. Déjà, quand je rencontre à l'occasion d'événements les mutuelles, les responsables de maladies graves, j'en parle. Mais j'ai demandé surtout à toutes mes patients de systématiquement demander le remboursement quand c'est fait par moi, aux mutuelles. Et donc j'ai appris il y a peu... Il y aura un mouvement de masse. Il y a un mouvement de masse et il y a un mouvement aussi pour faire prendre conscience aux mutuelles que ça existe, que c'est une demande. Mais en fait, c'est tellement pas logique que ce soit pas remboursé parce que la reconstruction... La complémentaire au moins. Oui, alors tout le monde n'a pas une assurance complémentaire, mais... Non, mais la petite complémentaire qui est liée aux maladies graves, là, tu sais, celle qui... Ça. Oui, je parle pas d'une assurance privée. Je parle de la mutuelle... En France, je sais pas très bien comment... Mais en fait, ça fait tellement partie du processus de reconstruction. Bien sûr. On nous reconstruit par lambeaux, par prothèse, lipofilling, tout ce que tu veux. Et encore, c'est remboursé aujourd'hui, cette reconstruction, mais il y a 10 ans, c'était pas le cas. Attention, c'est récent, c'est pas si vieux. Oui, mais donc les choses vont dans le bon sens. Les choses vont dans le bon sens, je sais que ça parle. Je suis en train de faire un courrier auquel je vais inviter tous les chirurgiens à porter signature, qu'on enverra à toutes les mutuelles. Alors Isabelle, j'entends que beaucoup de personnes sont tellement fatiguées de ce long parcours qu'il y en a qui, je ne vais pas dire baisser les bras parce que c'est un choix personnel, mais il y en a qui n'ont juste plus le courage en fait de faire ce tatouage. J'ai entendu ça plusieurs fois. Oui, j'ai déjà entendu ça aussi. Peut-être parce que ces personnes s'imaginent que c'est de nouveau un gros truc bien lourd. Ah, ça c'est bien que tu le dises. Alors que, finalement, moi, honnêtement, je ne fais pas saigner quelqu'un. Il n'y a pas de suture et je ne suis pas chirurgien. C'est très peu invasif, un tatouage. Il faut juste y faire un petit peu attention la première semaine, le protéger de l'eau et du gras. Mais il n'y a pas vraiment de grosses problématiques en post-soin. Donc, quelque part, c'est pas une formalité parce que ça doit être super bien fait. Et puis, c'est une étape à franchir. C'est la dernière étape aussi. Donc, certaines personnes ont parfois peur de sauter cette dernière étape parce que du coup, on sort de la maladie.
Ah, ça c'est intéressant aussi ce que tu Et dis. donc on revit. Et on sort de l'étiquette de malade aussi. Oui. Tant que tout n'est pas terminé, on reste quand même toujours un peu dans l'étiquette de malade, Oui. qui est parfois confortable au bout d'un certain temps. Je Donc, peux l'entendre voilà. pour certaines personnes, oui. Ce que je dirais, c'est ne vous découragez pas pour ça. Allez chez quelqu'un qui travaille bien, qui vous garantira un beau travail, qui fera ça proprement. Et quelque part, prenez le temps. Si vous avez besoin de plus de temps, prenez le temps. Il y a des personnes qui ont besoin de se faire à l'idée avant de faire le tatouage. Et je le comprends. Mais faites-le. Oui, si elles ont envie, parce que j'ai entendu. Après, c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué aussi. Parfois, quand on a fourni tellement d'efforts, on baisse juste les bras, juste avant la fin. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi, mais j'ai entendu des femmes qui disaient « j'ai plus le courage », alors qu'elles en ont envie. Donc, c'est rassurant ce que tu dis qu'en fait, c'est pas, on parle pas d'une opération, quoi. Non. On parle, et puis, en plus, je trouve que c'est un beau moment avec toi. Oui, et moi, très souvent, on papote, on rigole. Enfin, je veux dire, c'est un chouette moment qui se passe. C'est pas, on n'est pas dans quelque chose de sérieux, avec une blouse blanche. Voilà, c'est un moment, de reconnexion à soi, de rencontre, d'échange, de partage. C'est quand même un peu émouvant aussi, j'imagine. C'est très émouvant. Et souvent, certaines personnes qui ont attendu longtemps avant de le faire, quand elles se regardent dans le miroir, elles me regardent, me disent « Isabelle, mais pourquoi est-ce que j'ai attendu si longtemps avant de faire ça ?» Mais oui, mais c'est... Et je réponds toujours... On est complète, quoi, oui. Chacun sa temporalité. Oui, chaque personne a droit à prendre le temps pour passer chaque étape. Oui, ça c'est vraiment la dernière en fait. Voilà. Alors Isabelle, le temps passe, mais je resterai encore. Oui, c'est ça. je resterai encore des heures. Alors bon, les gens qui vont aller sur ton site vont voir la 4e image, donc les transgenres. J'aimerais bien que. Ah non, il y avait plusieurs choses en fait. Oui, ils vont voir 3 autres images. Ils vont voir des autres images. Quelles sont les autres pratiques que tu fais aussi? Donc, est-ce que tu peux nous parler des sourcils, du maquillage permanent un petit peu, et puis après de ce que tu commences à développer. Bon, c'est pas vraiment l'objet du podcast, mais je trouve que c'est important d'en parler parce que il y a une question d'image de soi. D'image de soi aussi. Dans tous les cas. Hein. Oui, alors, petit addendum, je fais aussi ce qu'on appelle du maquillage semi-permanent, que je trouve un mot détestable, en fait. Pourquoi tu dis semi-permanent? Parce qu'on utilise ces fameux pigments de dermopigmentation qui s'estompent plus rapidement dans le temps. Ok. Pourquoi? Parce qu'un visage change plus rapidement qu'une forme de corps. Okay. Et donc, on fait des retouches plus régulières. Ok. C'est plutôt de la dermopigmentation au visage qui peut servir, et ça, c'est pas encore assez dans les mœurs à l'hôpital. Quand on apprend qu'on a un cancer, qu'on va, et là ça s'adresse à toutes les personnes qui apprennent qu'elles ont un cancer, on ne parle pas que du cancer du sein. Oui, et qu'elles vont avoir une chimiothérapie. Voilà, celles qui vont avoir une chimio. Et que cette chimio va induire une perte des cils et des sourcils. Déjà, je suis encore un peu fâchée sur certains oncologues qui ne parlent que des cheveux. Oui. Et qui oublient de dire les sourcils et les cils. Or, finalement, pour les personnes, c'est beaucoup plus traumatique de perdre ses sourcils et ses cils que ses cheveux. Invitons ces personnes qui apprennent qu'elles ont une chimiothérapie à aller faire un maquillage semi-permanent, un embellissement des sourcils et des yeux avant. Parce qu'on peut plus le faire pendant la chimio. Mais non, parce que pendant la chimio, on risque une immunodépression, on prend de la cortisone qui fragilise très fort la peau. Moi, je ne peux plus les piquer. Voilà. Et donc, ça commence tout doucement à rentrer dans les cerveaux des infirmières coordinatrices, des infirmières onco-esthéticiennes, les oncologues, parce que c'est extrêmement difficile de se voir sans sourcils et sans cils. Hommes et femmes. Oui. Ça, c'est vrai que c'est quand même... un choc. Mais oui, moi, j'ai téléphoné la veille de ma chimio et donc je suis tombée sur une personne qui était un petit peu étrange, qui tremblait beaucoup. Donc, enfin voilà, ça a été une expérience vraiment pas très agréable, mais c'est que la veille, quoi. Donc, j'étais pas assez informée. Et c'est vrai que si on a quand même une ou deux semaines pour se retourner. Une dizaine de jours. Oui. Donc, et moi, ce que je fais quand c'est comme ça, et les infirmières coordinatrices qui me connaissent bien le savent, elles me font un petit coup de fil avant en disant « Je t'envoie quelqu'un en urgence ».
Je déplace un rendez-vous. Qui n'est pas urgent. Qui est moins urgent. Je le fais le soir. Et donc là, tu vas tatouer le... Dans le sourcil existant. Dans le sourcil existant. Donc ça, c'est génial. Parce que celle sur laquelle je suis tombée m'a dit, oh, mais la forme de vos sourcils sont pas terribles. Je ferais bien un autre endroit. Mais j'ai dit, mais madame, mais quand ça va repousser? Mais oui. C'était une expérience vraiment terrible. Pour moi, un beau sourcil, et que ce soit esthétique ou autre, un beau sourcil, ça doit être quelque chose qui est imperceptible une fois que c'est cicatrisé. Voilà. Donc on travaille dans le sourcil existant, on fait un prédessin comme pour l'aréole, de nouveau le fil, les pieds à coulisses, les mesures, etc. Et on vient ombrer légèrement ce sourcil pour que quand on perde ses poils de sourcil, il y ait une légère ombre que si on veut avoir l'air plus maquillé, on peut accentuer au crayon. Accentuer au crayon, bien sûr. Mais qu'au moins au quotidien, on n'est pas à devoir mettre du crayon tous les jours. Et la frange des cils, c'est pareil. Je viens travailler la frange des cils, donc vraiment à la racine des cils. Oui. On vient mettre la couleur foncée, du noir ou du brun foncé, pour donner une impression qu'il y en a encore, en fait, ou dessiner l'œil, en fait. On densifie la frange ciliaire, on densifie les cils. Ça, c'est vraiment chouette. Et ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Enfin, moi, j'ai pris un temps fou à mettre chaque fois ce crayon. Et... Qui part au fur et à mesure de la journée, on transpire, après, je les ai perdus très tard, en fait. C'était juste... Comme beaucoup de monde. Oui, c'était genre déjà la 9e taxole, et puis, poup, il reste plus que 3-4 sourcils, 3-4 cils, et on met cette ligne noire. Donc, merci pour cette info. Donc, ça... Maquillage permanent, enfin semi-permanent. Tatouage artistique, on en a parlé. Je fais énormément de réparation de cicatrices. Oui, ça c'est important aussi que tu en parles. Alors, c'est quoi cette réparation de cicatrices? C'est pas mettre de la couleur, c'est pas cacher la cicatrice. Parce que, je tiens à dire ça aussi, c'est ultra important. On voit passer sur les réseaux sociaux depuis 2-3 ans plein de tatoueurs qui font du camouflage de cicatrices avec des couleurs claires. Ça ne change pas la texture de votre cicatrice, or on est plus souvent gêné par la texture que par la couleur. Oui. Et 2, ces couleurs claires sont remplies d'un pigment blanc, en grande quantité forcément, pour qu'elles soient claires, qui jaunit dans le temps. Ça ne se voit pas tout de suite, ça se voit après 1 an ou 2. Okay. Et quand on veut se faire détatouer cette couleur, au laser par exemple, le laser noircit cette molécule. Oh, dis, Isabelle. Donc, moi, je privilégie la réparation. Comment est-ce qu'on répare une cicatrice avec cette technique micro-needling? Un mot anglais qui dit petite aiguille, petit aiguillage. Aiguillage, oui. En fait, on fait des micro-perforations dans le tissu cicatriciel qui est un tissu mort. Ça va surstimuler la peau qui va recréer des cellules peau dans ce tissu cicatriciel. Ok. Et je mets un peu de collagène de la marque Dermobio. Très chouette marque d'ailleurs, qui est utilisée, très engagée pour les personnes qui ont le cancer et qui va aider la peau à retrouver aussi de l'élasticité. Okay. Donc, on répare graduellement. Tout ne se fait pas en une session évidemment, mais on peut faire lâcher des adhérences, faire assouplir des cordons cicatriciels, donner un aspect plus esthétique à des cicatrices. Bon, ben là, je peux témoigner. Voilà. Ça fait pas tellement mal. Enfin, tu as fait celle en dessous de mon bras. Oui. Ça fait pas tellement mal, mais c'est marrant comme j'ai l'impression d'avoir retrouvé une espèce de souplesse. Oui. C'est la première indication. Ça fait des petits picots. Alors, c'est pour ça que mon Graal, c'est la recherche d'anesthésiant le plus puissant possible en crème. C'est bien ce que tu utilises. Mais voilà, honnêtement, ça fonctionne très bien. Oui, à la limite, si les gens sont un peu stressés, ils pourraient presque utiliser un masque virtuel, là, ça aussi. Oui, ou écouter de la musique. Alors, moi, je privilégie la... Tu parles, en fait, aux gens. Oui. C'est bien. C'est tellement chouette de parler avec toi. Alors, donc, travail cicatriciel, génial. Si une cicatrice est devenue toute blanche, là, en revanche, tu peux la colorer. Pas avec des couleurs claires, parce qu'elles jaunissent dans le temps. Oui, mais tu vas colorer avec des couleurs chères. Oui, mais ça, c'est des couleurs claires. Ah, mais tu fais quoi alors? Alors, si c'est une cicatrice périaréolaire, je choisis une couleur aréole qui est plus foncée. Non, mais si c'est la cicatrice de la mastectomie qui s'est un peu écartée. Je la répare. Ah, et si elle est blanche quand même? En la réparant, comme il y a des nouveaux tissus qui se créent, elle se colore. Ah, c'est génial. Ah, je pensais que tu tatouais au-dessus des cicatrices blanches. Quand on est dans une peau mate, un peu foncée, on peut le faire, parce que là, on peut aller sur des couleurs moyennes. Où t'as pas du blanc, évidemment. Voilà. Oui, ok. Alors, le sujet pour clôturer,
pré-clôture. Waouh, on est déjà à 1h05, mais... Mince. On s'était dit 45 minutes. Oui. Les transgenres. Alors, je t'avoue que moi, je suis un peu... j'avais pas compris, parce que quand j'ai vu sur ton site, je me suis dit, tiens, ce sont des gens qui ont eu un cancer de la verge, mais je sais même pas si ça existe, en fait. On a plus des cancers de la prostate. Et testicules, mais on perd Accident. jamais... Accident, alors, parce qu'on perd jamais ça... J'avais pas compris que c'était des transgenres, en fait. Alors, donc non, par contre, les transgenres, quand ils voient phalloplastie... Phalloplastie, oui. Donc, eux, ils comprennent tout de suite. Oui, donc une femme qui veut devenir un homme. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais la reconstruction de la verge est quand même... Il y a 2 choses qu'on peut faire pour les personnes en transition. Donc, pour les personnes femmes qui deviennent hommes ou hommes qui deviennent femmes, la première chose, c'est qu'on peut aussi travailler les aréoles mammaires. Okay. Puisque très souvent, les personnes femmes qui deviennent hommes, on leur enlève les seins. Et on fait une cicatrice périaréolaire puisqu'on réduit la cicatrice à un téton masculin qui est plus petit qu'une aréole mammaire féminine. Et donc, ils ont très souvent des problèmes de cicatrisation et perdent de la couleur dans leurs mamelons, voire perdent tout leur mamelon et ça devient une cicatrice. Parce que c'est un peu traumatique d'enlever tout ça. Et donc là, je fais beaucoup de tatouages de tétons masculins. Ensuite, ils se font reconstruire par tissu autologue, par greffe autologue, dont leurs propres tissus. C'est des chirurgies très lourdes. Aussi lourdes qu'une chirurgie d'un sein reconstruit par lambeau. Voire même plus compliqué. Puisqu'il faut recréer un urètre, d'abord. Parfois, il y en a qui choisissent d'ailleurs de même pas avoir d'urètre et ils continuent à uriner avec leur urètre de femme. Donc on reconstruit une verge, mais qui est donc toute blanche et en tatouage. Et là, c'est un petit peu proche finalement c'est extraordinaire ce que tu fais. De recréer l'aréole sur un sein, parce qu'une verge qui ressemble à un boudin blanc, je m'excuse d'utiliser ce puisque c'est la peau du ventre ou de l'avant-bras ou des hanches. Mais ça me paraît même beaucoup plus blanc en fait quand tu vois. Parce que c'est une peau qui a été scalpée pour pouvoir la greffer. Elle a été fort abîmée. Il y a peu de... Elle n'est pas énervée, en fait. Elle est peu énervée, elle est peu vascularisée. Oui, c'est ça, et grâce au tatouage, ça se revascularise. Parce que le tatouage, c'est du microneedling. Ah, en plus, ça nourrit le tissu. Et c'est aussi pour ça que dans certaines prestations, on retrouve de la sensibilité après, même au niveau du sein. Ah, je me réjouis. Je me réjouis. Mais j'ai vraiment... c'est émouvant, ce que tu as mis sur ton site, parce que c'est tout un travail de reconstruction aussi pour eux. Alors, il faut bien s'imaginer que c'est des parcours très compliqués quand on est dans un corps qui ne nous correspond pas. Il n'y a pas de connexion. Ce sont des personnes qui, souvent, ne se reconnaissent pas dans le miroir, dans leur sexe, dans leur genre. Pour eux, moi, mon premier client à qui j'ai fait ce tatouage de phalloplastie, il se bandait les seins tellement fort qu'il a cassé toutes ses côtes. Oh là là. Donc, voilà, on est sur finir une reconstruction de l'image de soi. Ce serait presque un podcast à lui tout seul, parce que je trouve que ce sont des histoires... Tu fais un travail quand même... c'est presque encore plus intime, j'ai l'impression que... Je sais pas, je trouve ça... C'est presque un pas plus loin, quoi. En fait. Je crois que c'est presque la même chose. Parce que pour une femme, il n'y a rien à faire, on a été éduqués comme ça. Le sein est quand même notre intimité sexuelle et féminine. Même si, on en a parlé tout à l'heure, c'est réducteur. Sur cette verge, je vois toutes ces veines et tout ça, c'est tellement... Ça dure combien de temps ? Alors là, on parle de 5 à 6 heures de tatouage, 2 fois. Ah oui, c'est ça. Et parfois une 3e retouche. Parce qu'il y a beaucoup de cicatrices dans cette verge. Voilà, souvent, dans les endroits cicatrisés, c'est plus compliqué de tatouer aussi. Ça aussi, c'est intéressant. N'oublions pas que il faut, quand on va chez quelqu'un qui fait du tatouage réparateur, il doit avoir l'habitude de piquer dans les cicatrices. Oui, ok. De savoir tatouer sur cicatrices. Parce qu'il y a beaucoup de tatoueurs artistiques qui n'ont jamais tatoué, qui ne veulent même pas le faire parce qu'ils savent très bien que le pigment ne va pas tenir de la même manière dans une cicatrice que dans un tissu sain. Mais c'est ça que je voulais te demander. Au niveau technique, c'est plus compliqué. Oui, c'est ça. Quand tu vas faire un tatouage, c'est pour ça il faut savoir. Oui, il faut tomber sur quelqu'un qui a déjà tatoué. Bon, on va pas rentrer plus dans le... J'aimerais bien. Je sais que tu m'as raconté des anecdotes et des histoires que j'aurais bien aimé raconter, mais le temps passe et je sais pas si c'est tout à fait dans la ligne éditoriale, mais j'avais trouvé ça tellement intéressant. On va clôturer ce podcast
C'est un peu la question piège, hein, mais comment est-ce que tu aimerais bien... C'est la question piège. Oui, c'est la question hyper piège. Comment est-ce que tu veux clôturer ce podcast? Est-ce que tu as un message pour les femmes et pour les hommes aussi, et pour, en fait. Pour tout le monde, en fait. Je dirais, informez-vous. N'ayez pas peur de poser des questions à tous les prestataires avec qui vous entamez des reconstructions de soi. N'ayez pas peur de poser des questions, d'exiger des explications. Oui, pour avoir en main tout ce qu'on peut faire pour vous, en fait. Oui. Parce que souvent, c'est dans l'ignorance qu'on se perd. Oui. Parlez entre vous, parlez aux gens qui sont là pour vous aider, c'est super important. Et alors, le dernier petit message, c'est n'ayez pas peur d'aller plus loin. Chaque étape est importante, mais chaque étape de choses difficiles sortent de très belles choses. Oui, je trouve que c'est vraiment ce finishing touch qui est... alors, je mettrai toutes les infos. J'espère que tu me donneras plein de dessins. Oui, j'ai plein pour de mettre photos. sur la page du site. De toute façon, il y en a sur ton site, mais il y en a plein. Oui, il y en a plein sur ton site. Oui, quand on va vraiment dans l'onglet tatouage d'aréole, il y en a encore plein. Ok. J'ai aussi des vidéos sur ma chaîne YouTube qui est à mon nom. Où on explique ça, je mettrai tout. Tout le procédé, tout a été filmé exprès pour que les personnes aient moins peur de venir. On voit chaque étape de ces prestations. Oui, il y avait eu quelques chouettes petits films. Hein, oui. Et l'impression aussi des personnes. Oui, parce que c'est vraiment... Mais merci en tout cas de tout cœur. Moi, encore une opération et puis je peux venir. Donc moi, je m'attendais à venir un peu plus tôt, mais je me réjouis en tout cas. Et merci de tout cœur pour ce podcast qui va être d'une aide extraordinaire et qui complète bien en fait le podcast avec Aurore et Ingrid sur la reconstruction mammaire. Donc c'est l'étape un peu plus loin. Merci de tout cœur, Isabelle. Avec grand plaisir. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.